Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Sébastien. Je m'intéresse à l'IA dans l'architecture pour le travail des architectes et des professionnels de l'architecture. Donc, je donne des formations à l'IA à la fois sous forme de sessions de formation, dans les agences sous forme de formation donc intra-entreprise et aussi sous forme de formation en ligne. Donc, je te laisse le lien en description de tous mes offres de formation. Comme ça, tu peux un peu regarder ce qui t'intéresse. Donc, dans ces formations, mais également via cette chaîne YouTube ou via LinkedIn, il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur l'IA. Quel logiciel, tu utilises? Est-ce que c'est possible de faire telle chose? Et cetera. Et il y a des questions qui reviennent, donc j'imagine que ça peut t'intéresser aussi, de connaître, ces questions, mais également leurs réponses. Donc je vais faire ce petit épisode, d'un type nouveau. J'ai jamais encore fait, ce format-là. Et si ça t'intéresse, bah, laisse un pouce, à cette vidéo et laisse pourquoi pas, tes questions à toi. Peut-être que je n'ai pas répondu à tes questions et dans ce cas-là, tu as, les commentaires qui est fait pour ça là sur YouTube. Donc à propos de ChatGPT, souvent on me pose la question, est-ce que c'est nécessaire de passer à la version payante de ChatGPT? Alors, c'est difficile de répondre à cette question puisque la version, payante change, sans arrêt. Par exemple, il y a des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles dans la version, gratuite et qui le sont devenues. Typiquement la fonction recherche, donc là, un peu le fait de chercher avec l'IA, non seulement, dans la base de connaissances de ChatGPT, mais oui également dans le web, donc pour avoir des informations plus fraîches. Bah, ça, c'était pas disponible, sauf que, entre-temps, il y a eu, des startups qui ont concurrencé ChatGPT, notamment Perplexity, et du coup, bah, ChatGPT a pour ambition de concurrencer Google. Donc du coup, ils ont intégré ça dans la version gratuite. Voilà, donc j'ai pas de réponse définitive à cette question, mais d'un point de vue général, moi, je te conseille juste de, bah, si, tu es convaincu, que, tu veux investir, dans un outil avec l'IA, c'est toujours mieux de pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités pour pas être bloqué. Après, si tu es un peu, prudent et tu veux pas forcément investir, avant d'être convaincu, bah, je t'invite juste à tester la version gratuite et voir par toi-même les limites. Il y a aussi une autre possibilité, c'est, de tester différents LLM. Donc ChatGPT, c'est une IA qui s'appelle un LLM, Large Language Model. Donc tu peux en tester plusieurs, par exemple, Claude, c'est vraiment un très bel outil. Mistral, qui est le LLM français et européen. Donc c'est des outils qui sont très intéressants. Il y a même des outils qui permettent de les tester tous. Donc il y en a un qui s'appelle Po, P-O-E, et comme ça, finalement, dès que tu arrives à la limite d'un LLM, tu peux en tester un autre et comme ça, bah, au moins tu vois les différentes possibilités au lieu d'être juste bloqué sur ChatGPT, sachant que ChatGPT est bien, mais c'est vraiment pas le seul LLM, qui du marché. Il y a également DeepSeek, donc qui est arrivé récemment, donc un ChatGPT chinois qui lui est gratuit, dans une large mesure. Voilà. Est-ce que, du coup, bah, ça fait qu'il y a pas besoin de payer pour ChatGPT? Ça, je te laisse, répondre à cette question. Alors la deuxième question, c'est comment automatiser les présentations? Donc par présentation, j'entends, des slides ou, quelque chose qu'on peut faire sur InDesign. Donc souvent en architecture, c'est vrai qu'on a des présentations qui sont récurrentes. Typiquement, le cas d'usage, c'était, des études d'urbanisme. Souvent le modèle est le même et on décline ça ville par ville. Donc est-ce qu'il y aurait une possibilité avec l'IA de d'automatiser ça? Alors ma réponse, pareil, n'est pas définitive, parce que j'ai personnellement pas implémenté ce système pour mes propres présentations et pourtant j'en aurais besoin. Là, je fais des slides sur, les outils IA, pour l'architecture et je pourrais, penser à automatiser ça, mais j'ai juste pas pris le temps. Mais en gros, à mon avis, il faut pas, penser qu'avec, un outil de slide génératif où on partirait d'un prompt, on aurait directement le résultat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une illusion. Si l'IA est utilisée pour générer des slides, c'est pour générer une première version des slides. Donc dans le cas d'une étude urbaine, évidemment, la première version, elle va pas forcément être bonne, même pas du tout bonne, puisque le niveau d'expertise demandé est beaucoup trop grand par rapport à ces IA qui permettent de créer des slides. Donc pour moi, la bonne approche, c'est de dire, bah, on découple, la présentation du contenu. Et ça, c'est bon, dans tous les cas. Donc, dans InDesign, les 2 choses sont un peu liées, mais il y a quand même un certain découplage. Par exemple, les images sont stockées sur le serveur, on peut les modifier, les mettre à jour, les agrandir, mais la présentation, le fait qu'on l'affiche en grand, en carré et cetera, c'est défini dans InDesign. Dans PowerPoint, dans les outils de slide, en général, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier découplage. Mais un deuxième découplage, c'est de dire, bah, la donnée, c'est-à-dire les textes, par exemple, si moi, typiquement, dans mes slides sur les outils IA, en fait, j'ai un titre, j'ai une description,
j'ai 3 points importants et cetera. Donc ces éléments textuels, ça peut très bien être mis dans, ce qu'on appelle une base de données. Donc base de données, ça peut faire peur, mais en fait, c'est juste comme un Excel, mais un peu mieux organisé avec des colonnes, avec des noms de champs bien définis où on met toujours les mêmes propriétés et comme tu sais, moi, je recommande souvent Airtable, donc qui est un outil de base de données simplifié, donc qui ressemble à Excel, mais qui est beaucoup plus puissant, qui permet de relier les tables entre elles et cetera. Et donc j'ai des formations qui utilisent, Airtable. Donc l'idée, ce serait ça, c'est d'avoir une base de données de contenu, structuré. Par exemple, si tu fais des études urbaines, bah, c'est toujours les mêmes types de contenus et ce contenu-là, il peut être généré partiellement avec l'IA. Il peut être traduit avec l'IA. Typiquement, c'est un cas d'usage que moi j'ai besoin, c'est pouvoir traduire en anglais. Bah, ça, c'est possible et ça peut se faire vraiment en masse, hein. On peut traduire, des centaines de données d'un coup, du français vers l'anglais et après, il y a la génération. Comment on passe de ça vers une présentation? Donc l'idée, c'est de mettre en relation avec un outil qui permet de se connecter, en fait, avec cette base de données. Le connecteur, c'est, l'outil d'automatisation, donc ça va être Make, ça peut être N8N, il y a différents outils qui existent ou Zapier. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Il y a le texte ou éventuellement l'image peut être générée grâce à une IA, mais après la composition, le fait qu'on génère un document en entier, ça, c'est pas très efficace de le donner à une IA et vaut mieux créer une automatisation pour cela. Et sinon, donc j'ai fait une vidéo, qui décrit ce process-là, donc je te mets le lien là juste en haut et donc c'est pas, forcément les outils exacts que je conseille. On peut changer, par exemple, le dernier outil qui permet de créer des slides. On pourrait éventuellement le connecter avec Google Slides ou l'équivalent, donc PowerPoint en ligne. Mais en tout cas, c'est l'idée. L'idée d'avoir une base de données d'un côté, une plateforme d'automatisation qui éventuellement va chercher, fait des appels à ChatGPT ou directement qui utilise l'IA intégrée à Airtable et à la fin génère, du coup des présentations. Est-ce qu'on peut faire des rendus IA depuis AutoCAD? Cette question-là, j'imagine, c'est fait par une personne qui a pas très bien compris le point de départ, pour faire des rendus avec l'IA. En fait, les rendus avec l'IA, du coup, c'est une sorte de perspective. Donc ça peut être une perspective qui vient d'un logiciel 3D, ça peut être une perspective qui vient d'un croquis fait à la main. Mais si par contre le plan est en 2D, alors on pourrait faire quand même des rendus de plans, en fait, les améliorer, les rendre jolis. Même en 2D, je pense que ça marche également, mais évidemment, le cas le plus courant, c'est de partir d'une 3D. Donc du coup, c'est pas tellement que ça soit AutoCAD, Revit ou n'importe quel autre logiciel, il y a pas une compatibilité, en fait, entre le logiciel et l'outil qui va nous servir à faire des images avec l'IA. Parce que finalement, ce qu'on va utiliser, c'est juste une copie d'écran, en fait. On va juste faire une copie d'écran, de l'affichage dans le logiciel donné, de notre perspective. Donc si dans AutoCAD, on dessine en 3D, ben, on peut faire un point de vue perspective, on fait une copie d'écran ou même on fait une impression en PDF, pourquoi pas, qu'on convertit en image quand même. Le format PDF est pas un bon format d'entrée, mais ça, c'est très facile de convertir un PDF en image et ça peut servir de point de départ. Donc il y a pas vraiment, il y a même pas du tout en fait de compatibilité à avoir entre le logiciel de dessin et le rendu IA. Mais ça veut dire aussi que les logiciels, intégrés, donc par exemple à SketchUp. C'est pas SketchUp, je crois qu'il y a un logiciel natif IA pour faire des rendus. Il y a un plugin dans Revit qui s'appelle Veras pour faire des rendus dans Revit. En fait, ils ont un intérêt limité dans le sens où, l'export, de la vue depuis Revit, bah, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Donc soit ça convient d'avoir ces plugins ou ces logiciels intégrés et dans ce cas-là, pourquoi pas les utiliser parce que on est directement en contexte. Mais si jamais ils ont des limites, qu'ils peuvent pas faire un certain nombre de choses, faut pas hésiter à sortir du logiciel et à copier du coup l'image de base qui va nous servir d'image de contrôle pour créer, une image avec l'IA. Donc j'ai eu une question, concernant la différence entre un GPT, donc un GPT de ChatGPT et une automatisation. Donc les GPT, si tu connais pas, en fait, c'est une fonctionnalité de ChatGPT qui permet en gros de créer une sorte de mini application. Par exemple, on peut créer un GPT pour faire des comptes rendus de réunion, un GPT, pour, résumer un texte et cetera. C'est-à-dire qu'on va lui donner un prompt et après on pourra s'adresser à ce GPT et lui dire: «Bah, voilà, ma donnée d'entrée, fais ce que tu as à faire». Et on n'aura pas besoin de repréciser, le prompt ou l'action à faire. Donc c'est ça l'avantage, c'est que si on utilise ChatGPT en entreprise, du coup, on peut, très facilement créer des sortes de sous-tâches,
comme ça, qui sont avec un prompt bien défini qu'on améliore au fil de l'eau. Par contre, là où j'aime moins, c'est que c'est il y a un côté un peu boîte noire, c'est-à-dire quand on est utilisateur du GPT, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc bah, on le juge au résultat. Mais à la fois, en fait, c'est un seul prompt, mais on peut finalement tout faire avec. C'est-à-dire au-delà de la tâche initialement prévue par le concepteur du GPT, on peut continuer à lui poser des questions parce que finalement derrière c'est ChatGPT. Donc personnellement, je l'utilise pas, mais ça peut être utile, je pense, dans le cadre d'une entreprise où on veut partager des sous-tâches ou même, personnellement, si on veut ne pas avoir à se souvenir des prompts. Personnellement, j'ai pas de difficulté à me faire comprendre de ChatGPT, donc je préfère toujours, remettre un prompt nouveau. J'ai pas besoin de récupérer un vieux prompt et cetera, mais dans certains cas, ça peut être vraiment utile. 2e chose, c'est les automatisations. Alors les automatisations, c'est un concept, donc qui est basé, sur, des logiciels d'automatisation. Donc il y en a 3 qui sont, très populaires. Zapier, c'est le plus populaire, mais qui est un peu trop simple. Make, qui est celui qui est relativement complexe, c'est-à-dire performant, mais en même temps pas trop compliqué, voilà, on l'apprend très, très vite et surtout il est visuel. Et N8N, il est aussi très bien, pas forcément beaucoup plus compliqué que Make. Par contre, il faut l'installer, enfin ce qui est bien, c'est de pouvoir l'installer en local ou sur un serveur et du coup ça revient, il revient à 0 €, enfin, c'est-à-dire qu'on paye que le serveur. Ça, c'est intéressant et on peut faire des agents IA avec. Donc ça, c'est les plateformes d'automatisation. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, relier, les logiciels entre eux. Typiquement, tu reçois un mail, tu as envie de faire quelque chose avec ce mail, analyser ce qu'il dit, pouvoir, faire une petite liste des mails que tu as reçus dans la semaine à propos d'un projet pour envoyer, par exemple, un compte rendu en fin de semaine de tout ce qui est arrivé, sur le projet. Bah, ça, c'est des choses qui peuvent être faites avec l'automatisation et parmi les possibilités de l'automatisation, on peut appeler, ChatGPT ou les concurrents, Claude et cetera, mais ChatGPT peut être appelé. Alors quand je dis appeler, ça veut dire que c'est automatique. C'est pas toi qui vas te connecter sur ChatGPT, c'est le logiciel mec qui va appeler ChatGPT en ton nom. Donc tu payes pour ça, tu payes pour, ce que ChatGPT va faire, mais c'est pas, utilisable tout le temps, on n'a pas tout le temps besoin d'avoir de l'intelligence, d'une IA comme ChatGPT. Donc si je prends un exemple d'automatisation, ça peut être par exemple, je reçois un mail, ce mail, j'essaie d'analyser ce qu'il dit et j'appelle donc ChatGPT depuis, l'automatisation mec et ça me fait un petit résumé de ce que le mail, dit et après, bah, j'en fais quelque chose. Peut-être je le mets dans une base de données, peut-être je l'envoie, sur un outil de communication interne et cetera, donc tout est possible. Donc ça, c'est une automatisation. Alors ça, c'est pas possible avec un GPT. Un GPT, actuellement, il peut pas, prendre en entrée, les mails qui t'arrivent dans ta boîte mail. Ça va changer parce qu'il y a la notion d'agent IA, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un agent IA. Il y aurait la comparaison automatisation-agent à faire, peut-être dans une autre vidéo, mais pour dire que c'est la limitation. Donc pour conclure sur cette question précise, les GPT, c'est bien, mais ça a ses limites, mais ça permet de créer un prompt, voilà, réutilisable. Après, on peut aussi avoir une base de prompt et copier le prompt directement dans la discussion. Ça revient au même, mais il faut penser à le faire. Et si on a vraiment un process récurrent, moi, je conseille quand même de faire une automatisation. Comme ça, c'est assez carré. Par exemple, on pourrait dire, bah, à chaque fois que je veux faire des comptes rendus de réunion, bah, je mets, le compte rendu, mes notes en vrac dans un fichier, du Drive, sur lequel je stocke mes fichiers et automatiquement, ça va être traité avec un prompt unique dans ChatGPT. Ça, typiquement, c'est une automatisation et l'avantage, c'est que ça tourne tout seul. On n'a pas besoin de penser à l'utiliser. Donc j'ai une question de quelqu'un qui se demande si on peut rajouter une fenêtre, dans une image, existante, une image d'un appartement sur lequel on travaille. Donc de manière précise, en sélectionnant l'endroit précis où on veut la fenêtre. Donc ça, évidemment, c'est possible, c'est ce qu'on appelle l'inpainting. Ça veut dire qu'on sélectionne la zone de l'image sur lequel on veut que l'IA modifie les choses et on fait un prompt, fenêtre, par exemple. Donc qu'est-ce que l'IA va faire? En fait, elle va faire une sorte de dégradé entre, la zone qui est modifiée et la zone qui est pas modifiée. Donc ça, c'est important parce que je ne sais pas si, la même opération, tu l'as déjà faite à la main. Mais l'un des soucis de ça, en fait, c'est de faire une transition, très propre entre, bah, le collage finalement et l'image de base. Donc ça, avec l'IA, c'est plus un problème. On peut sélectionner la zone de manière assez imprécise et l'IA va faire une sorte de dégradé.
Et aussi, il faut que tu imagines cette opération finalement comme, exactement pareil que si tu lui donnais l'image en entier et tu lui demandais de la modifier. Donc ça, c'est possible également. Ça s'appelle, le process image to image. Donc c'est-à-dire tu prends l'image en entrée et en sortie, il y a l'image et donc ça combine une image de base et un prompt. Donc par exemple, tu prends une image d'une pièce et tu lui dis: «Bah, modifie, je sais pas moi, un logement, dans un style moderne avec des plantes et des canapés, design, un truc comme ça. Donc ça, typiquement, c'est le prompt qui va s'appliquer à toute l'image, donc ça, c'est une possibilité. Mais si jamais tu veux une modification ponctuelle, donc à un endroit de l'image, tu sélectionnes la zone où tu veux mettre le canapé et là, tu vas dire: «Je veux un canapé», voilà, comme ça. Soit tu le décris avec un prompt, il y a même des logiciels qui acceptent de mettre en ligne une image, qui va donner du coup un canapé précis. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables. C'est très souple, l'IA pour l'image et d'ailleurs donc, comme tu le sais peut-être, je commence une formation sur le sujet, une formation en ligne, que je vais, diffuser donc, au fil de l'eau, dans mon pack de formation «L'école de l'IA pour l'architecture», donc qui est disponible dès maintenant. Je t'ai mis le lien en description. Donc si tu veux, bah, suivre cette formation au fil de l'eau, mais aussi avoir, accès à la formation finalement au prix le plus bas, que tu peux imaginer, puisque le prix évidemment augmentera quand je l'aurai fini, bah, je t'encourage à t'inscrire et du coup tu pourras avoir les leçons qui vont venir, dès la semaine prochaine. Voilà, maintenant je suis à fond sur le thème de l'image, l'IA et l'image, pour l'architecture. C'est quand même un thème, très important, je pense et assez amusant finalement à travailler. Maintenant, une question un petit peu technique. Est-ce qu'une IA peut faire, des métrés comme ça? On lui donnerait, je sais pas, un PDF ou bien une maquette BIM et est-ce qu'elle pourrait, magiquement me calculer, toutes les surfaces d'un projet? Donc, en fait, ça, c'est un sujet un peu plus complexe parce que finalement l'IA, elle sait pas calculer, en fait, les LLM, donc ChatGPT, elle sait pas calculer. Ce qu'elle peut faire, c'est éventuellement compter, dessiner, mesurer, mais c'est des IA spécialisées qui sont éventuellement intégrées aux IA généralistes. Donc ChatGPT, par exemple, il peut mesurer le nombre d'arbres sur une image. Il peut pas encore mesurer des distances, mais peut-être ça va venir plus tard. Mais s'il le fait, c'est pas lui qui va le faire directement, en fait, c'est un module intégré et souvent, finalement, c'est des IA de reconnaissance d'image qui sont couplés avec des logiciels classiques pour faire de la mesure. Voilà, donc pour l'instant, ça, c'est un peu l'état de l'art, mais des fois, et c'est ça dont je parle souvent dans mes formations, c'est que l'IA n'est pas magique. C'est que souvent, il y a peut-être des solutions beaucoup plus simples que d'utiliser une IA. L'IA, c'est un petit peu, une usine à gaz des fois et en fait, il suffit juste d'utiliser les bons outils, pour, avoir la réponse. Donc la question des métrés, par exemple, bah, le fait que c'est difficile de faire un métré, c'est, à la base un problème du logiciel de modélisation ou du logiciel de dessin. Normalement, un logiciel de dessin, de dernière génération ou bien pensé, il devrait, faire que le métré soit simple. Voilà, donc après il y a la réalité des choses, Revit par exemple, c'est un logiciel qui est plutôt ancien, qui évolue pas vite et donc c'est assez difficile de faire des métraits avec Revit. Avec AutoCAD, c'est aussi difficile et un feedback que j'ai eu, c'est que souvent finalement, 70 des plans finalement, ils arrivent sous forme de PDF. Alors PDF, c'est encore pire parce que, finalement tout est, mélangé dans un fichier plat où c'est du vectoriel mais voilà, on perd quand même beaucoup d'informations. Donc du coup, j'aurais tendance à dire, alors il y a quelques outils, notamment Sparkle, donc je te laisse le lien en haut là, vers une vidéo, où on a interviewé le patron, le CIO de Sparkle, où il explique un petit peu le concept. Bah, l'idée c'est que en fait, il vient, surimposer au BIM, donc il prend la maquette BIM en entrée et après il a une sorte de moteur de recherche, qui est, alimenté par l'IA, qui lui permet par exemple de dire: «Bah, compte-moi tous les portes du projet». Du coup, il va compter, bah, toutes les éléments, les objets qui ont la famille porte, et il va les afficher, comme ça de manière assez simple. Donc finalement, l'IA, en fait, elle sert d'intermédiaire entre, l'utilisateur et la liste de sections qui finalement est apportée par la classification BIM. Après, je crois qu'aussi il va corriger aussi certaines approximations dans les maquettes BIM. C'est pas toujours, très carré la manière d'organiser les éléments et il peut aussi organiser ça grâce à l'IA.
Donc ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, ce serait de partir d'un élément plat, donc d'un PDF, d'une image et de pouvoir mesurer. Alors ça, pour l'instant, j'ai pas de solution, toute faite. Je pense que c'est techniquement possible, mais il y a pas forcément de produits, sur étagère, qu'on peut conseiller. Mais dans tous les cas, j'insiste sur le fait que, idéalement, il faudrait être dans le logiciel de modélisation et d'avoir en temps réel, la liste des surfaces et notamment les logiciels de dernière génération, donc Snaptrude, par exemple. Donc j'ai fait une interview, là pareil, je laisse le lien, en haut, pour que tu ailles voir la vidéo. Donc Snaptrude, c'est un logiciel, qui permet de concevoir, avec la précision du BIM, mais de manière beaucoup plus simple que dans Revit et d'avoir évidemment la liste de surface disponible, immédiatement. Et c'est un logiciel qui a une interopérabilité avec Revit, donc tu peux, l'utiliser et finalement basculer sur Revit quand finalement tu as besoin de fonctionnalités spécifiques de Revit. Donc je pense que ce sera ça la solution ultime, mais en attendant qu'on arrive à un monde où les logiciels de modélisation architecturale, prennent en compte correctement les métrés, il faut avoir des solutions intermédiaires. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur, générer des comptes rendus de réunions avec l'IA. Donc pareil, je te laisse le lien, en haut pour que tu ailles la voir si ça t'intéresse. Je mettrai de toute manière tous les liens en description. Donc partez pas forcément de cette vidéo, parce que, vous les retrouverez de toute manière en bas dans la description. J'avais une question, est-ce que c'est intéressant d'utiliser, la méthodologie que je décris? Donc je décrivais en gros une méthodologie où on part, d'entrées type, de l'audio, c'est-à-dire qu'on dit, ce qui à ChatGPT ou à une IA ce qui s'est passé dans la réunion et après à partir de là, on génère un compte rendu, ou bien, des notes, manuscrites et dans ce cas-là, l'IA va lire, le compte rendu, enfin nos notes et finalement le transcrire dans un compte rendu propre. Est-ce que c'est mieux, que Archireport? Donc Archireport, c'est un logiciel qui permet de faire des comptes rendus de chantier, assez propre, qui permet de l'envoyer à tout le monde et cetera. Et Archireport va sûrement intégrer l'IA, enfin je pense que ça paraît logique qu'il s'y intéresse. Mais du coup, en fait, c'est 2 choses différentes, là encore. C'est-à-dire que l'IA, elle est intéressante pour la partie comment on convertit une donnée, pas parfaite. Donc, typiquement, je sors de la réunion et je parle rapidement pour te dire ce qui s'est passé. Ça, c'est un input que moi je donne très rapidement, ça peut me prendre 5 minutes ou 10 minutes et après l'IA, elle va me servir à formater ce texte. Donc, pour ça, elle est très bien. Par contre, ce que fait très bien Archireport, c'est, de positionner sur un plan, les remarques en particulier, de gérer, l'horodatage des réunions, de pouvoir avoir l'historique des réunions, de pouvoir éventuellement avoir le compte rendu accessible en ligne, de pouvoir envoyer en masse à toutes les personnes qui ont assisté à la réunion. Ça, c'est des fonctionnalités classiques qu'on peut résoudre dans des logiciels en ligne classiques comme Archireport. Donc, il y a pas besoin d'IA pour ça. Donc du coup, soit Archireport, intègre l'IA, c'est une possibilité, soit, c'est également possible de continuer à utiliser Archireport parce qu'il fait vraiment du bon boulot, mais, de générer le texte non pas à la main, ne pas l'écrire à la main, mais de le générer à partir d'un audio. Et l'audio, ça peut être de l'audio où je parle à ChatGPT, ça peut être, un logiciel comme Super Whisper, que j'utilise moi personnellement qui permet en fait, il utilise, par derrière des API comme celle de ChatGPT, mais d'autres aussi, également, mais surtout il est intégré directement au logiciel qu'on utilise. C'est-à-dire si on fait de la dictée dans ChatGPT, il y a 2 inconvénients. Un, ChatGPT, c'est pas là où on va écrire notre compte rendu. 2, il va chercher à nous répondre. Donc on est toujours obligé de lui dire: attends, là je suis en train de te dicter, me réponds pas, me réponds pas». Donc parce qu'il est pas conçu pour ça, il est conçu pour répondre et du coup, voilà, on a cette gestion à faire, il y a le copier-coller à faire de ChatGPT vers l'autre logiciel et cetera. Donc moi, j'ai commencé à utiliser d'autres logiciels pour faire de l'audio directement en contexte et je considère que c'est l'un des plus grands gains de temps que j'ai, avec l'IA, c'est, cette transcription audio, facilitée, sachant qu'on écrit beaucoup plus vite à l'audio et alors, écrire et transcrire, c'est une chose, mais après de partir de la transcription pour faire un texte propre, c'est une autre chose et là, le réglage de cette mise en forme, il peut très bien se faire avec ChatGPT, soit directement en copiant-collant, soit, ou avec un GPT ou soit avec une automatisation. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire: «Je fais un audio, l'audio il arrive toujours à un endroit dans, mon serveur de fichiers.
Dès qu'il y a un nouvel audio, alors, il y a un process qui se lance, donc c'est une automatisation, qui formalise un compte rendu de réunion ou des notes, en tout cas des notes de réunion, et ces notes de réunion, elles peuvent servir, dans ArchiReport. Ou bien on peut utiliser un audio directement dans ArchiReport. En fait, il y a plein de possibilités, mais il faut bien distinguer, en fait, toute la partie, classique d'un logiciel et la partie IA. Et la partie IA, c'est pas 80, c'est 15 ou 20 qui va améliorer la fluidité des choses, mais on a toujours besoin d'une base de données, d'un serveur d'envoi d'emails, et cetera. Donc c'est ça la différence principale entre, ArchiReport et la technique de réunion, basée sur l'IA. Bon, une dernière question, et si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à la mettre en commentaire, comme ça je pourrais faire un autre épisode de réponse aux questions. C'est, quelqu'un qui voulait faire une, façade, un permis modificatif, donc reprendre, les dessins de base, faire une petite modification et du coup régénérer, une façade adaptée. Alors là, pour le coup, je suis pas sûr que l'IA est utile. Mais en fait, je t'encourage juste à vraiment découper toujours dès que tu as un problème. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'IA? Découpe-le en, l'image de base, l'entrée de base, c'est quoi? C'est une image, c'est du texte et cetera. Et là, en fait, on a une image vectorielle. Une image vectorielle, c'est une image, comme tu sais, qui est pas pixelisée, en fait, où c'est des lignes et cetera qui sont bien définies. Et pour l'instant, je connais pas en fait, une IA qui modifierait un dessin vectoriel, de manière précise, en fait. C'est-à-dire un peu comme, le inpainting que j'ai décrit pour les images en pixels. Est-ce qu'il y aurait l'équivalent dans le vectoriel? Je ne crois pas. Et du coup, là, pour le coup, je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup, qu'il vaut mieux utiliser une méthode classique. Donc la conclusion, c'est que l'IA ne fait pas tout, que l'IA, c'est peut-être 10 ou 20 des process. Par contre, elle est très utile pour débloquer des situations. Par exemple, si on a, un petit peu de logique, c'est pas des grandes logiques, des grandes questions que l'IA doit répondre en général, hein. C'est juste faire des ponts entre, des manières de parler différentes. Typiquement, j'ai de l'IA pour m'aider à sélectionner des éléments de construction dans une maquette. Pratiquement, c'est pas compliqué, hein. Je pourrais apprendre, l'API, pour faire une requête sur la maquette, sauf que personne ne le fait. Donc du coup, l'IA, ce qu'elle fait, c'est elle fait interprète. Moi, en tant qu'utilisateur, je dis: «Je veux voir toutes les fenêtres». Voilà, je parle en français et peut-être l'API de Revit ou de l'IFC, il va dire, «Get, all, window», quoi. Et donc du coup, ça fait une conversion entre ma manière de parler en français et l'API. Et c'est ça que fournit l'IA, c'est ce pont entre, des manières, de parler différentes. Ça, c'est un cas d'usage, mais dans le domaine de l'image, l'IA, bon, c'est un petit peu différent, mais mais en gros, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut pas, se laisser avoir par des solutions IA, magiques, où on a l'impression que d'un coup, on va avoir le document final. Ça, en général, ça marche pas, et aussi parce que, il faut toujours, il y a un concept de garder, l'humain dans la boucle, donc to keep the human in the loop, je crois, qui est important, et c'est rassurant à la fois. C'est que finalement, c'est nous les utilisateurs, et donc les IA, elles sont utiles au point, en fait, on peut juger l'utilité des IA, au point qu'on peut les maîtriser et qu'on peut éventuellement leur donner des petites actions comme ça, mais intégrées à notre process plus global. Typiquement, je parle, j'ai l'IA qui me renvoie un transcript, ce transcript, j'en fais quoi, et cetera. En fait, c'est comme si on se passait le relais avec l'IA. Tout pour aujourd'hui, donc ça fait, 10 questions auxquelles j'ai répondu, j'espère en avoir d'autres. Je trouve ça assez, intéressant comme format, en tout cas parce que, ça m'aide à expliquer d'autres concepts sur lesquels je serais peut-être pas intervenu si j'avais pas eu la question, et voilà, et je te dis à bientôt dans d'autres, vidéos. Les prochaines vidéos, il y en aura pas mal sur l'image. Je pense notamment, diffuser un guide, pour, l'image avec l'IA, directement sur YouTube. Donc abonne-toi, et comme ça j'espère, tu me suivras sur les autres vidéos, pour progresser avec l'IA, pour gagner du temps et concevoir de meilleurs projets, être plus créatif. Voilà, à bientôt!